Gabriel Debreuil, bonjour. Bonjour. Autour de vous, pour parler de ce livre, sont donc réunis Philippe Boutry, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, je crois, c'est ça? Et oui. Emmanuel Furex, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Paris 12. Vous êtes d'ailleurs lié l'un et l'autre. Maître de conférence à Paris 12, vous rectifiez avec une modestie qui vous honore, mais peu importe. Et donc, vous avez lu ce livre aussi, et je voudrais d'abord poser à Gabriel Debreuil une question. À vous lire, Gabriel Debreuil, j'ai eu le sentiment, au terme de ce livre, que cette période 1830-1848 était celle d'un difficile accouchement d'une naissance, je dirais presque au forceps, et en même temps nécessaire, de l'orléanisme. L'orléanisme, c'est, je veux dire, votre paroisse, c'est votre dynastie, c'est votre sensibilité. Par conséquent, puisque Victor Debreuil, l'un de vos ancêtres, a été ministre de Louis-Philippe, et j'ai eu ce sentiment-là qu'au fond, cette période était aussi la naissance d'une sensibilité politique qui allait s'affirmer dans le parlementarisme, l'affirmation de la démocratie et la République. Oui, c'est l'arrivée au pouvoir de ce courant de l'histoire de France qui est profond, qui est lointain, et que Michelet a appelé la ressource libérale de la France. C'était un joli drapeau, une jolie devise. Et on a pensé en effet que c'était l'aboutissement de la révolution qui se cherchait depuis 1789, 90, 91. C'est le même projet. C'était un projet politique et social qui était conçu pour durer. Il était bien conçu d'ailleurs. Et c'est toute l'ambiguïté des journées de 1830. Il s'est passé vraiment un moment, un événement global, difficile à analyser. Toute l'ambiguïté, c'est que le moment portait en lui-même différentes orientations possibles des devenirs dont aucun n'était fixé à l'avance. Et voilà, l'orléanisme arrivait au pouvoir avec les classes moyennes, avec tous les désirs de changement, on peut le dire, et de transformation, de modernisme de la France. En quelques temps, disons 2 ans, il a failli se produire une transformation très importante dans le domaine politique, du régime, et puis des idées, et de la société, et des transformations économiques. Et ça a mis très longtemps à se traduire dans les faits. Ce que j'ai essayé de faire, c'est non pas de faire l'histoire de la période du point de vue de son bilan, ce qu'on fait trop souvent, n'est-ce pas? 1848, dès lors qu'on a dit cela, on croit avoir tout dit, mais pas du tout. C'est une transformation profonde de la société française, c'est son entrée dans le modernisme, c'est la fin définitive du XVIIIe siècle, c'est la fin de la monarchie légitime des Bourbons, et c'est la France nouvelle, comme Prévost-Paradol l'a dit un peu plus tard, n'est-ce pas? Et peut-être le projet aurait-il pu réussir. En tout cas, son échec n'était pas inscrit à l'avance. Pas de totalité. Alors, vous avez cité très fort au début sur les journées de juillet, lundi 26, mardi 27, mercredi 28, mais on continue, c'est-à-dire jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 séquences. Il y a ce qu'on peut appeler les journées de barricade, qui est tout fait une nouveauté d'ailleurs. Et ensuite, il y a les journées de transition. C'est-à-dire le moment où finalement le lieutenant général de France, nommé par Charles X, va devenir Louis-Philippe, après l'hésitation sur le nom d'ailleurs, parce que Louis-Philippe ou Philippe VII, donc référence aux Valois, ou référence à une titulature, une onomastique tout à fait nouvelle, qui fonde au fond l'orléanisme. Oui, on a dit les Trois Glorieuses pour symboliser le mouvement populaire. Et les Trois Glorieuses, c'était le départ des Bourbons, et donc la révolution était faite. Mais ça ne réglait pas tout du tout. Et il n'était pas sûr qu'à l'issue des Trois Glorieuses, ce serait le duc d'Orléans, donc le premier prince du sang, le fils de Philippe Égalité, mais en même temps le général de Jemappes et de Valmy qui accéderait au trône. Il y a eu les Trois Glorieuses, il y a eu l'arrivée de Louis-Philippe sur le trône, et au-delà même, après cela, le 7 août, donc au-delà des journées de juillet, il y a eu ce qu'on appelle une révolution dans la révolution, c'est-à-dire que ce mouvement populaire et d'idées, ce coup de société qui s'est produit en juillet, a été maîtrisé, contrôlé, pour en faire un régime organisé, une monarchie, pas celle des
Bourbon, mais une monarchie tout de même organisée avec un roi qui gouverne, une charte nouvelle, mais qui ressemblait tout de même étrangement à la précédente, c'est-à-dire un retour, d'une certaine manière, en tout cas un couvercle mis sur les pensées, les enthousiasmes de juillet 1830. Philippe Boutry. Oui, cette révolution de 1830 ne cesse d'interroger les historiens, et les pages que vous lui consacrez sont infiniment intéressantes parce que rien n'est joué d'avance, rien n'est donné. Il y a un aspect national, on retrouve le drapeau tricolore, celui des guerres de la Révolution et de l'Empire. Il y a un aspect libéral sur lequel vous avez insisté. Il y a aussi des velléités démocratiques qui n'aboutiront pas. Avez-vous le sentiment que Louis-Philippe a véritablement saisi tous les éléments qui allaient faire la synthèse orléaniste, ou qu'il se laisse un peu pousser par les événements pour finalement trancher, en effet, au tout début du mois d'août? Gabriel de Broglie. Je pense que Louis-Philippe avait minutieusement préparé ces mouvements, d'abord en établissant un réseau de contacts parmi les parlementaires, parmi les écrivains, les journalistes. Il était extrêmement bien préparé. En plus, je pense qu'il le souhaitait très vivement. C'est une affaire qui ne date pas des journées après la Restauration. En réalité, cela date des premières journées de la Révolution. C'est le même projet qu'en 1790-12. Et il a fallu capter les mouvements, les forces, les occasions. Il l'a fait avec une adresse extrême. Il a roulé tout le monde, y compris Charles X et son entourage, puis les révolutionnaires républicains de l'Hôtel de Ville. Il est allé embrasser Lafayette à l'Hôtel de Ville pour étouffer un baiser qui étouffe une république, n'est-ce pas? Tout cela a été d'une adresse extraordinaire. Le cortège qui a amené Louis-Philippe du Palais Royal à l'Hôtel de Ville, décrit par Victor Hugo et par bien d'autres, est un chef-d'œuvre politique d'une certaine manière. Je crois que c'était très préparé et très dosé. J'embrasse Porival, mais c'est pour l'étouffer. Emmanuel Furex. Oui, cette révolution de 1830 est profondément nouvelle dans sa forme. Philippe Boutry vient d'évoquer la naissance de la barricade, même si elle avait fait une première apparition en 1827, au moment des émeutes de la rue Saint-Denis. Mais cette barricade en elle-même porte aussi une multiplicité de possibles, puisque cette barricade incarne la souveraineté populaire, alors que les tenants du nouveau régime se sont efforcés de donner d'autres contours à cette souveraineté. Alors, est-ce que Louis-Philippe avait conscience de cette pluralité de possibles autour de la souveraineté telle qu'elle émergeait après la Révolution de 1830? Gabriel de Broglie. Conscience de la pluralité, je crois que ce sont des dangers qui sont là. Oui. Donc il les perçoit bien. Il avait surtout conscience de sa volonté, de son projet politique, qui était de fonder une dynastie. Je crois que personnellement, l'homme est fascinant. Il domine son époque. Alors lui, il avait conscience à l'époque de fonder une dynastie, c'est ce qu'il a voulu faire. En se protégeant à droite contre les légitimistes, qui en ont toujours voulu, qui n'ont jamais pardonné. L'usurpation, ça n'a jamais été pardonné. En se protégeant de la légende napoléonienne, mais en se protégeant surtout des républicains, qui ont tout de même failli remporter les journées de 1830. Il s'en est fallu de quelques gestes, de quelques scènes improvisées, pour que la République ne s'installe en 1830. Alors ça, Louis-Philippe l'a très clairement conçu et l'a voulu. Ce qu'il n'a pas conçu dans un seul instant, c'est l'évolution des choses, les forces à l'œuvre, et dans quel sens se combineraient ces forces pour donner naissance à son régime, dont il a accompagné tous les pas, sauf vers la fin. Il a maîtrisé les choses à différentes étapes que peut-être on peut distinguer, mais il a perdu la main à partir de 1846 certainement, n'est-ce pas? Mais en tout cas, pendant toute la période, il a maîtrisé les choses, oui. Alors, il a 57 ans quand il arrive au pouvoir, disons, et vous faites un très beau portrait, très long, très argumenté, très ciselé de Louis-Philippe, aussi bien
par rapport à son origine dynastique, puisque certes il descend de Gaston d'Orléans, mais je veux dire par sa mère aussi, il descend des Bourbons par bâtardise, c'est-à-dire qu'il a épousé. Sa mère était la fille des amours de Madame de Montespan et Louis XIV. Enfin, il n'était pas le seul à être dans cette position. Vous racontez très bien comment, au fond, il est à la fois héroïque et même téméraire, mais en même temps qu'il subit des humiliations, qu'il a cette tâche d'être le fils de Philippe Égalité, qu'il vit en exil et qu'il passe de ville en ville, qu'il est impécunieux, que du coup il sera toujours très économe. Et vous faites le portrait d'un homme qui, au fond, au moment de 1830, s'est redressé. Après avoir connu tout cela, je dirais qu'il est à la position du roseau, c'est-à-dire qu'avoir plié, brusquement il se dresse, c'est-à-dire qu'il devient un chêne pour continuer à filer la fable. Et donc ceci compte beaucoup, je dirais, dans la personnalité de Louis-Philippe au moment de 1830, qui en 5 jours arrive à s'imposer. Au début, c'est une sorte d'alternative au maintien des Bourbons, en attendant que le duc de Bordeaux ne devienne Henri V. Et finalement, ça devient Louis-Philippe, premier roi des Français. Gabriel de Broglie. Cette monarchie a été très bien installée par un roi qui a dominé la classe politique et le mouvement remarquablement, qui a joué de tous les atouts qu'il pouvait avoir. Vous avez dit descendant relié aux Bourbons, mais il a épousé une Bourbon. Il a épousé une Bourbon. Il a épousé la nièce de Marie-Antoinette. Ce n'était pas rien, n'est-ce pas, que le nouveau roi orléaniste soit l'époux d'une nièce de Marie-Antoinette. Et il en a joué, bien entendu, très adroitement. Donc, un personnage assez fascinant qui correspondait peut-être à tout ce que l'époque avait de bouillonnant et de novateur. Il faut mentionner l'éducation qu'il a reçue, qui est très différente des éducations des princes de la famille royale. Et il a reçu une éducation extrêmement moderne par une femme qui était son gouverneur, puisque les princes étaient éduqués par des gouverneurs. C'est Madame de Genlis. Sur laquelle vous avez écrit un livre, d'ailleurs. Et elle en a fait un homme moderne, compétent, actif, travailleur, sérieux. C'est le premier roi de France dont il n'y a pas de chronique galante, n'est-ce pas ? Et il avait une descendance, au contraire, magnifique. Il s'enorgueillissait beaucoup de ses fils, qui étaient comme une escorte et comme la garantie de la nouvelle dynastie. La fondation de cette dynastie a quelque chose d'impressionnant, et cela a duré pendant quelques années. C'était un éclat nouveau. Ça pouvait vraiment être une fondation pour l'avenir. Philippe Boutry. Oui, lui, Philippe a laissé dans l'histoire une marque d'autant plus difficile à maîtriser que à peu près tous les grands auteurs du 19e siècle se sont chargés de faire leur portrait de Louis-Philippe. Et un des agréments de votre livre est que vous citez largement ces portraits avec cette écriture tout à fait extraordinaire qui peut être celle extrêmement méchante d'un Chateaubriand ou celle extrêmement mesurée, extrêmement intéressante d'un Victor Hugo. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une fascination de Louis-Philippe de la part des grands écrivains français de son temps ? Je pense que ça a été le cas, en effet. C'est d'ailleurs assez extraordinaire. Victor Hugo, si on prend son itinéraire, il a commencé par des odes aux Bourbons et à la naissance du duc de Bordeaux, etc. Et donc, il est fasciné par Louis-Philippe. Il en fait un portrait somptueux, un morceau de bravoure, que je cite. J'ai pensé que plutôt que de mettre des illustrations qu'on avait déjà vues, il était intéressant de voir comment les contemporains ont jugé la situation. Finalement, on s'aperçoit qu'ils l'ont très bien jugée, ils l'ont très bien comprise. Aussi bien Victor Hugo que Tocqueville, que Rémusat, ils avaient un regard extrêmement éclairé et lucide sur ce qui est en train de se dérouler. J'en tirerai peut-être une conséquence, c'est que l'oubli ou la confusion est venu après. Lorsqu'on a compris ce qui s'était passé et que on était plus sensible au déroulement, à ce qui était en train de se produire. Alors tout ce que j'ai essayé de faire, c'est au contraire non pas de la rétrospective, mais de montrer le déroulement des choses. Et je crois que les contemporains l'ont très bien vu, très bien accompagné, avec cette force, cette effervescence, cet esprit critique
plutôt gai d'ailleurs, et méchant aussi, qui se traduit par la caricature. C'est l'époque où il y a un développement de la caricature jusqu'à la férocité dont Louis-Philippe a été l'objet. Mais ça n'empêche pas qu'il a fasciné son époque, et en particulier les grands esprits de son époque. Ce qui veut dire que c'était un personnage tout à fait important. Emmanuel Furex. Oui, ce qui a frappé également les contemporains et posé beaucoup de difficultés dans la construction d'une image royale, c'est l'hybridité du souverain, fils de régicide, lui-même souverain, roi des barricades, donc en contradiction d'une certaine manière, je l'ai souligné tout à l'heure, avec l'idéal de souveraineté populaire, modernité, en même temps des traits de tradition assez évidents, premier bénéficiaire de la loi sur le milliard des émigrés, autant de facettes qui composent un personnage d'une très grande complexité et aussi d'une très grande finesse. Et l'image, effectivement, que la mémoire collective a retenue du souverain à cet égard est assez injuste, puisque c'est la poire qui est restée dans notre imaginaire collectif, et puis un individu aussi aux capacités intellectuelles limitées, ce qui ne correspond absolument pas effectivement à l'éducation qu'il avait reçue. Ce qui frappe aussi dans cette construction de l'image royale, c'est sans doute la présence des femmes, que vous soulignez ponctuellement. Le rôle de Madame Adélaïde, la sœur du roi, est très important, notamment au moment des journées de juillet, où elle affirme la disponibilité à la délégation de libéraux venus lui rendre visite, la disponibilité de la famille royale de la famille d'Orléans pour la nation, en quelque sorte. Rôle également de Marie-Amélie, notamment dans l'organisation de la cour. Ces rôles féminins dans l'exercice du pouvoir, pourriez-vous nous donner votre sentiment à ce propos? Gabriel de Broglie. Louis-Philippe, en effet, est un personnage extrêmement complexe. Rôle féminin, mais pas de maîtresse, pas de chronique galante. Et donc, ce sont des conseillers qui sont auprès de lui. Et vous avez raison d'insister sur le rôle de sa sœur, Madame Adélaïde. C'est elle qui a posé le geste fondateur. Dans une entrevue à Neuilly, Thiers, délégué par l'Assemblée, par la Chambre des députés, vient demander à Louis-Philippe s'il accepte de recevoir la couronne. Louis-Philippe n'est pas là, il se cache. C'est sa sœur qui reçoit Thiers, et Thiers lui fait cette proposition, et elle écoute, elle hésite. Marie-Amélie est présente, la femme de Louis-Philippe, qui hésite, qui ne donne pas de réponse, et c'est Madame Adélaïde qui se lève et qui dit: si vous croyez que notre famille peut servir la cause de la France, nous y sommes prêts. Et Thiers répond: Madame, vous placez de cet instant la couronne de France dans votre famille. Donc c'est un acte fondateur, n'est-ce pas? Elle l'a fait, et elle a, d'une certaine manière, symbolisé le mieux ce qu'était l'esprit de Juillet auprès de Louis-Philippe roi. Il y a Juillet pendant Juillet, et puis après, qu'est-ce que c'est que Juillet? C'est son expression, d'ailleurs. Alors elle a créé l'adjectif, n'est-ce pas? Un tel est très Juillet. Et à la fin, elle continuait à s'en servir, parce qu'on Montalivet est Juillet. Et des contemporains ont dit: mais on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Elle le savait. Alors vous dites, on va avancer un peu par rapport au journée de juillet, je cite une phrase qui va servir d'accroche: la monarchie de juillet est d'abord une aventure collective, qui est une clé de lecture par rapport à ce qu'on appelle le chiquier politique, le rapport entre élections, chambre des députés, chambre des pairs, et d'autre part cette gouvernance, comme on dit maintenant, depuis un certain temps, qui stipule tout de même que l'esprit de juillet, ou être juillet, implique quelque chose entre mouvement et résistance. Il y a un parti de la résistance, il y a un parti du mouvement. Enfin, cette dichotomie chère à François Gogel, qui est très dynamique pendant cette période, et qui, au fond, est une sorte d'héritage d'une révolution calmée, ou, tu vois, sinon apaisée, ça je ne crois pas, mais en tout cas calmée ou maîtrisable. Gabriel de Broglie. C'est l'arrivée au pouvoir des classes moyennes. Fondamentalement, c'est cela. Donc, l'aboutissement d'un mouvement de fond qui date depuis plusieurs décennies et qui est le produit aussi de la Révolution, et peut-être aussi de l'Empire. Mais
à travers cela, c'est l'arrivée au pouvoir, au poste clé, d'une bourgeoisie d'affaires extrêmement influente, qui a réussi, qui s'apprête à réussir encore mieux une transformation économique et sociale, et qui sont des hommes neufs par rapport à tout ce qui a précédé. Et en ce sens, vous avez raison de dire que c'est une aventure collective. C'est vous qui le dites. Le roi n'est pas seul, oui. Il est encouragé, appuyé, mis en avant par une transformation sociale extrêmement importante. C'est l'époque qui veut cela, n'est-ce pas? C'est la condition nécessaire pour que la France, qui, rappelons-le tout de même sous la Restauration, est gouvernée par l'ancienne aristocratie revenue au pouvoir après l'émigration, ce qui n'est pas une garantie de modernisme suffisante. Et donc, c'est l'arrivée au pouvoir d'hommes très influents, très compétents, très intelligents, et qui veulent faire franchir ce pas, sauter le pas, et entrer dans la modernité avec toutes les possibilités qu'offre l'époque. Et alors là, on voit se déployer sous la monarchie de Juillet toutes les virtualités possibles. Il serait intéressant de s'interroger sur le rythme auquel tout cela se produit et de comparer ce rythme à l'Angleterre. Car en réalité, le guide, c'est tout de même ce qui se passe en Angleterre, pacifiquement, sans révolution, avec une continuité dynastique qui a été... La révolution, elle a eu lieu avant, en Angleterre. C'est 1688, oui. C'est Bolshen, la substitution des Oranges aux Stuarts. Mais il y a un modèle anglais, d'ailleurs. Il y a un modèle anglais. Il y a, Emmanuel Furix parlait du rôle des femmes, on pourrait ajouter parallèlement une anglomanie. Absolument. Qui se développe non seulement avec le rapprochement franco-anglais, le voyage à la reine Victoria, mais aussi, je dirais, dans les mœurs, dans l'usage de la langue même, et dans les rapports sociaux avec les Anglais, qui voyagent beaucoup en France à cette époque. Louis-Philippe a vécu en Angleterre. Il a vécu en Angleterre. Il aime beaucoup l'Angleterre, il parle anglais, c'est bien. Et en effet, il est très... Mais alors, comme là aussi, c'est collectif, c'est-à-dire que les historiens ont préparé Juillet, la monarchie de Juillet, par le rappel du précédent anglais, de la substitution dynastique, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe en France, mais c'est ce que les Anglais ont fait d'abord, et ils ont été frappés par le parallélisme que l'on peut établir entre l'histoire anglaise, une monarchie absolue qui est rétrograde, une révolution, un roi guillotiné, une révolution parlementaire avec le Parlement qui échoue, un dictateur, Cromwell, et puis la substitution dynastique avec une branche plus moderne, ou en tout cas moins autoritaire, qui ne gouvernera pas de manière trop autoritaire, et c'est la révolution de 1688. Les historiens et les philosophes français pensent que c'est ce que la France doit connaître maintenant. Et donc, substitution dynastique, on prend le prince proche du trône, mais qui répondra aux conditions de l'époque et à la nécessaire modernité. C'est ce qui se développe, ça a été théorisé, enseigné et préparé. Cette comparaison avec l'Angleterre, vous le montrez à plusieurs reprises dans votre livre, est essentielle, d'autant que l'Angleterre est bien sûr le modèle même du développement économique et de la révolution industrielle. À cette époque, c'est aussi bien sûr le pays qui domine le monde. Néanmoins, lorsqu'on compare l'évolution de la France et de l'Angleterre sous la monarchie de Juillet, notamment sur le plan politique et social, deux éléments de différenciation frappe, c'est d'abord l'exiguïté relative de la classe politique en France. Même si la monarchie de Juillet double à peu près le nombre des électeurs, il n'y en aura guère que 250 000 à la fin du régime, quand ils sont déjà 800 000 pour une population moindre en Angleterre. Le second point, c'est l'existence en Angleterre de deux partis. Un parti de gouvernement, un parti d'opposition, qui permet, à l'intérieur du débat politique, cette sorte d'alternance que le roi n'arrivera jamais à créer à l'intérieur du système politique français, sans doute par trop d'intelligence, par trop d'habileté, par trop de volonté de diriger le pays. Est-ce que vous ne voyez pas dans cette comparaison aussi certaines des limites qui vont amener le régime vers l'immobilisme à la fin, surtout dans les dernières années, comme vous le soulignez?
Gabriel Debreuil. Je distinguerai dans ce que vous venez de dire deux choses. D'abord, l'acclimatation d'un régime parlementaire à l'anglaise dans le régime français. Cette transformation-là a été à peu près réussie. À peu près. Louis-Philippe a joué le jeu, ou en tout cas a donné l'apparence de jouer le jeu, même si en sous-main il intervenait extrêmement précisément dans le choix des ministres et même dans les crises qu'il provoquait, les changements de gouvernement. Mais en tout cas, il a joué le jeu parlementaire et cela a été facilité par l'arrivée au pouvoir d'une catégorie d'hommes, d'une génération de gens qui étaient de brillants parlementaires. Les chambres de la monarchie de Juillet ont été des chambres remarquables. Et les débats... Donc le régime parlementaire existait. Il a été introduit en France. C'est une grande réussite. Et d'ailleurs, il a fallu attendre 1872, 74 pour que cela soit rétabli en France et qu'on retrouve un régime parlementaire sur un modèle qui n'est pas très différent. On pourrait même encore aller plus avant dans l'avenir et penser que la Ve République n'était pas une chose très différente de l'équilibre des pouvoirs de la monarchie de Juillet. Donc ça, c'est une transformation réussie. Et alors, vous soulignez l'autre aspect qui est de la grande faiblesse de la monarchie de Juillet, c'est l'étroitesse de sa classe politique, c'est-à-dire de son corps électoral. Au départ, 1830 double le nombre des électeurs. C'était un changement assez profond. Mais c'était un premier pas. Et il fallait accompagner le mouvement de la société en élargissant progressivement le suffrage, comme l'Angleterre l'a fait pendant la même période, par pas progressifs, tout naturellement, sans poser de problème révolutionnaire. Cela ne s'est pas produit pour des raisons finalement difficile à expliquer, surtout que c'est sur ce point-là que le régime a échoué. C'est ce point-là qui a provoqué, pas seul évidemment, peut-être nous le dirons, mais la campagne des banquets et la protestation vive. On la comprend, cette protestation. Tout le régime voulait faire accéder au pouvoir d'une catégorie de la bourgeoisie éclairée, tout à fait capable d'exercer les responsabilités politiques. Le régime reposait sur une institution assez originale qui était la garde nationale. Les officiers de la garde nationale étaient élus. Ils étaient bénévoles, c'était des commerçants, c'était des gens d'affaires, c'était des hommes de loi, mais ils avaient en charge l'encadrement et l'ordre général, l'ordre politique du régime. Il y a des gens dont la grande fierté était de devenir commandant de la garde nationale. Il y en avait partout, dans tous les départements. Ces gens à qui on remettait la garde du régime n'étaient pas électeurs. Comment est-ce concevable ? C'est une erreur profonde. Alors, on avait établi un certain nombre de qualifications pour devenir électeur. Quand on était membre de l'Institut, on pouvait être électeur, mais enfin, c'était infinitésimal. Et en réalité, le régime a complètement raté son ouverture. C'était d'autant plus extraordinaire que l'évolution de l'instruction amenait nécessairement l'élargissement du suffrage, mais elle n'avait pas encore eu le temps, la réforme de l'école n'avait pas encore eu le temps de produire ses effets. Mais en tout cas, le régime de la presse et le formidable développement de la presse sous la monarchie de Juillet devait entraîner un élargissement du suffrage. Louis-Philippe, enfermé avec son premier ministre qui était Guizot, à la fin du règne, n'ont pas vu ce phénomène et ont établi au contraire une doctrine disant non, on ne peut pas remettre les clés du gouvernement de la société à des gens qui n'ont pas l'intérêt à la bonne marche de la société. C'est une erreur profonde, ils n'ont pas vu le mouvement. Il faudra revenir sur ce point, il est essentiel. C'est-à-dire que d'autant plus qu'il y a croissance démographique, que vous le montrez. C'est-à-dire qu'entre 1831 et 1848, la France accroît de plus de 2 millions d'habitants. Absolument. Et donc, il y a beau avoir la loi Guizot sur l'enseignement primaire en 1833, qui mettra un certain temps
à être appliquée, il y a discrépance entre un corps électoral extrêmement étroit, une population qui s'accroît, dont la densité rurale d'ailleurs est majoritaire, et dont l'instruction est lente. C'est-à-dire qu'on passe tout de même d'un certain analphabétisme, qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas conscience politique, nous sommes bien d'accord, à une foule qui est immobilisée. D'ailleurs, parallèlement à cette croissance démographique, vous montrez très bien que dans le rapport Paris-Province, Paris est une ville agitée, il y a beaucoup de délinquants, une ville difficile à maîtriser, d'où les travaux futurs de Rambuteau et de Haussmann, mais qu'il y a une sorte de bouillonnement. Vous parlez du mot effervescence, mais on peut dire que là, effectivement, entre cette base très étroite et cette population française et parisienne, il y a un élément de turbulence permanente pour le régime de Juillet. C'est une période de contestation. C'est le titre d'un beau livre qui a été écrit. En effet, la contestation est permanente. Elle est dans les esprits. Ce n'est pas le produit de l'instruction, comme vous l'avez dit, qui ne s'est pas encore appliqué. C'est sans doute l'esprit de la presse et peut-être une frustration. L'effet du souvenir napoléonien, n'est-ce pas, de la légende. La frustration joue, une frustration patriotique, c'est-à-dire que la monarchie de Juillet, Louis-Philippe lui-même, se veut pacifiste, la paix à tout prix. Or, l'opinion française est cocardière. Elle a envie de gloire, elle a envie de mouvements militaires. À plusieurs occasions, au cours de la monarchie de Juillet, il y a eu des risques de guerre européenne, de vraies guerres, pas d'expédition, mais de vraies guerres. Et Louis-Philippe les a stoppés immédiatement. C'est Thiers qui incarnait l'opinion cocardière de la France, qui était très vive et très présente. Cela explique peut-être la frustration, n'entraîne pas nécessairement contestation politique et sociale, mais il y a une jonction tout à fait évidente, c'est certain. Et puis alors il y a le ferment révolutionnaire qui monte lentement. Cette période est passionnante parce qu'au départ, on est presque encore dans le XVIIIe siècle, en 1830. Et puis, progressivement, le socialisme n'est pas encore formulé. Il se formule par des utopistes qui font des plans de réforme de la société, les uns après les autres, tous aussi intéressants et imaginatifs les uns que les autres. Mais enfin, ce n'est pas encore le socialisme. Et il faut attendre la fin de la monarchie de Juillet pour voir se formuler vraiment une doctrine et même prendre les premiers caractères scientifiques du socialisme. En tout cas, cela renforce la revendication en faveur de la République. Et cette revendication monte au fur et à mesure des années vers la fin de la monarchie de Juillet. Il est difficile d'en prendre exactement la mesure. Et je crois que la classe politique qui gouverne encore vers 1845, 46, 47 n'ont pas pris cette mesure, n'ont pas bien mesuré ce qui était en œuvre, ce qui était en train de couver dans la société française. Ce n'est pas une revendication à proprement parler, ce n'est pas une revendication sociale, ce n'est pas la crise va venir, mais c'est un bouillonnement des esprits qui est très difficile à saisir et qui est peut-être plus fort en France, en tout cas qu'en Grande-Bretagne, et même que dans les autres pays européens. La France est un chaudron, en quelque sorte, dans lequel les idées politiques sont très agitées.
parlez de la presse. Vous consacrez un long chapitre à la presse qui, effectivement, donne un sentiment de foisonnement. Il y a une presse légitimiste, il y a une presse radicale, il y a une presse socialiste, moindre. Il y a de grands écrivains. Vous signalez que vous avez de l'affection apparemment particulière pour Louis Blanc. Je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai le sentiment. Il y a aussi la naissance de la lutte des classes selon Buchez. Il y a aussi un catholicisme social qui a sa parole. Il y a l'avenir de Lamennais qui n'aura pas d'avenir d'ailleurs. Et donc il y a là, je dirais, et les cabinets de lecture, qui sont très importants, qui sont décrits dans Balzac, une attention particulière des élites. Il y a dans ces élites, dont vous signalez le métissage médiocre et en même temps qu'on est la cohabitation, il y a des intellectuels qui passent par la presse, qui donnent aussi le feuilleton, qui donne aussi bien Alexandre Dumas que Balzac, et plus tard Maupassant. C'est-à-dire qu'il y a tout de même un étalonnage de la presse qui va depuis la polémique, le pamphlet, jusqu'à la publication de romans. Et c'est un phénomène très nouveau. C'est très nouveau, ça se développe beaucoup. Vous avez énuméré certaines formes. Il y en a d'autres, n'est-ce pas? Les séries qui sont les Français peints par eux-mêmes, les physionomies, il y a un esprit Bouvard et Pécuchet, ou plus en réalité, Flaubert n'a fait que rassembler des traits de société qui étaient particulièrement vifs pour écrire son Bouvard et Pécuchet, c'est-à-dire une société en train de s'observer, de se critiquer, de se ridiculiser, mais combien vivante, active, assurée d'elle-même d'ailleurs. Et c'est l'arrivée de la bourgeoisie au pouvoir, très consciente de sa force, de ce qu'elle représente, et s'exprimant par la presse, par l'amusement de la presse, mais aussi par la caricature. Je crois que c'est beaucoup plus développé en France qu'en Grande-Bretagne. Il faut toujours avoir l'œil fixé sur la Grande-Bretagne, et la presse française est extrêmement vivante à cette époque. Philippe Boutry. Oui, vous consacrez un des premiers chapitres, et cela m'a beaucoup frappé que vous placiez ce chapitre au début du livre sur deux mots qui vont devenir antinomiques, bourgeoisie et romantisme. Et en effet, vous montrez comment cette bourgeoisie qu'on va rapidement caricaturée dans la littérature du temps, comme une bourgeoisie de rentiers, comme une bourgeoisie immobile en quelque sorte, est aussi une bourgeoisie très imaginative et parcourue par une sorte d'élan poétique, parfois un peu confus, parfois contradictoire, très ironique toujours, et en quelque sorte portée au devant d'elle-même par une littérature, par des hommes et des femmes. Je pense en particulier à George Sand, qui est l'un des grands personnages de cette époque, ou les héros de Balzac, en quelque sorte vers une France de la modernité qui se cherche dans des formes assez confuses, mais qui donne cette tonalité d'avant-garde en quelque sorte au régime. Comment voyez-vous qu'a pu se concilier dans ce moment de l'esprit humain à la fois la construction du premier capitalisme français, de grande timidité sociale, car la rente est toujours là, la propriété rurale est toujours là, et cette espèce d'effervescence d'idées où l'on invente le social, tout simplement. Gabriel de Broglie. C'est un des traits de la période qui lui donne beaucoup de couleurs, beaucoup de mouvements et beaucoup de couleurs. Il y a ce mouvement en littérature, il y a ce mouvement dans les arts plastiques, en peinture, et peut-être plus encore en musique. C'est le moment où la France est saisie par la musique, et peut-être la première nation du continent dans le domaine musical. Avec la profusion des pianos, enfin tout le monde a relevé ça. La société française s'adonnait énormément à la musique. Elle a malheureusement beaucoup perdu cette pratique aujourd'hui. Alors, on le constate, c'est très difficile à expliquer. L'éclosion du romantisme, qui est là, 1830. Est-ce qu'il y a ça commence avant. Hernani, c'est avant juillet. Mais est-ce qu'il y a un lien? Quel est le lien? Il faut bien rechercher comment les choses se sont passées. J'ai un peu de mal à donner l'explication véritable. Ce qui est vrai, vous l'avez dit, c'est que les mêmes qui établissent un régime sage et efficace sur le plan économique et de la gestion
sont des gens imaginatifs qui aiment beaucoup s'amuser, qui aiment les idées nouvelles et qui encouragent les tentatives, les expériences en matière de création. Les mêmes, je crois. Vous montrez à cet égard le rôle pionnier du duc d'Orléans, du fils aîné de Louis-Philippe, dont le mécénat était très actif. Mais je voudrais revenir un petit peu en arrière sur les formes d'effervescence politique qui prennent bien sûr des manifestations extrêmement violentes. Succession d'insurrections républicaines, 1832, 1834, 1839, pour ne pas parler des 9 attentats subis par Louis-Philippe. Parce qu'il a un côté chanceux, il est comme Bournazel, l'homme rouge. Oui, qui est du coup nimbé d'une auréole de sacré et protégé par la Providence après l'attentat de Fieschi. Mais au-delà donc de ces formes violentes, je crois qu'il y a une attente populaire extrêmement importante de participation politique. Car le régime avait lui-même ouvert les vannes, j'allais dire, en élargissant le suffrage, non pas à l'échelle nationale, comme on l'a dit tout à l'heure, mais à l'échelon municipal, avec la loi de 1831. Et ces formes de participation populaire sont extrêmement massives, prennent des tours originaux avec le développement des banquets, étudié récemment par Vincent Robert, la multiplication également des enterrements manifestations, alors là, dans un cadre plus parisien, le développement du pétitionnement politique, le rôle bien sûr de la presse dans l'orchestration de ces campagnes nationales d'opposition, et notamment pour l'extension du suffrage. Donc c'est tout un paysage qui, à mon avis, permet de repenser le gouvernement représentatif tel qu'il apparaît dans les faits et non pas dans les institutions sous la monarchie de Juillet. Le gouvernement représentatif, institutionnellement parlant, est extrêmement limité, effectivement. En revanche, les formes de participation souterraine, plus ou moins clandestine, montrent qu'il y a un dialogue possible avec la société, dialogue fermé, évidemment, en particulier avec la politique de résistance qui domine à partir des années 1840. Gabriel Debreuil. Oui, c'est tout à fait exact. Vous décrivez très bien ce mouvement. Peut-être on peut le compléter en disant que Paris évolue de manière un petit peu différente du reste de la France. Paris est à la fois le lieu où se produit la transformation brillante dans le domaine des lettres, des arts et de la musique, et en même temps le lieu de contestation le plus agissant. Pendant ce temps-là, la province évolue lentement et peut-être plus sagement. Les villes de province, non pas les grandes villes d'ailleurs, mais les villes moyennes se transforment profondément, et alors c'est dans ces villes qu'il y a en effet l'expérience un régime de représentation beaucoup plus développé qu'à l'échelon national, c'est tout à fait vrai. Les grandes villes n'augmentent, ce n'est pas une période d'augmentation des grandes villes en France, mais des villes moyennes. C'est tout à fait exact, mais en même temps, il faut dire que les périodes de contestation ouvrière et de révolte se passent en province. En effet, il y a plusieurs cas alors il y a l'effervescence permanente à Lyon, n'est-ce pas, les fameux dessins de Daumier sur les canuts. Oui. Philippe Boutry. Oui, vous consacrez aussi un chapitre que j'ai trouvé particulièrement original et intéressant sur la tentative de réconciliation des Français, c'est-à-dire le projet qui semble tout à fait conscient, à la fois de Louis-Philippe lui-même, qui à certains égards est une sorte de synthèse individuelle de plusieurs moments de l'histoire de France, de plusieurs traditions, mais aussi de son entourage, pour rechercher ce qu'on appellerait aujourd'hui un consensus. Et en particulier à travers l'histoire. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce point qui me paraît très moderne? Très moderne, très complet, très vaste et très réussi. C'est un des aspects du bilan positif de la monarchie de Juillet. Louis-Philippe était l'homme providentiel pour cela. Il résumait en lui seul les différentes strates de l'histoire de la France, et autour de lui, des hommes ont conçu une nouvelle dimension de la politique qui était en effet la réconciliation des Français autour de leur histoire, et c'est-à-dire aussi de l'identité de la France. Et cela a été fait de manière très large et dans tous les domaines. Les gestes spectaculaires, ça a été dans l'urbanisme parisien et dans les grandes manifestations nationales,
L'arc de triomphe de l'Étoile, voilà, date de cette époque, et c'est un geste bien conscient, bien voulu pour célébrer la légende napoléonienne. Mais la Bastille, la colonne de la Bastille, c'est un autre geste tout aussi voulu, conscient, et pour rappeler la Révolution. L'aspect le plus frappant, c'est évidemment l'ouverture de Versailles comme palais de la nation pour consacrer à toutes les gloires de la France. Et c'est une réalisation que Louis-Philippe a voulu de lui-même, qu'il a payé, qu'il a sur sa cassette personnelle, il a bien insisté, qu'il a dirigé. Il est allé, je crois, 500 fois à Versailles voir le déroulement des travaux. Il fixait lui-même l'emplacement des tableaux et même la dimension des tableaux, parce qu'il voulait que dans la salle des maréchaux, il y ait le plus de maréchaux possible. Donc, s'il n'y avait pas la place, il découpait les toiles pour pouvoir en mettre plus, etc. Enfin, c'est son projet, il s'y est consacré passionnément. Oui, Furex. Oui, je voulais revenir... On peut revenir en arrière. Éventuellement, si vous me le permettez, sur l'effort de réconciliation des passés nationaux. Il me semble tout de même que sur les passés les plus proches, et vous le soulignez avec une grande lucidité d'ailleurs dans le livre, cette réconciliation s'opère plus difficilement, en particulier sur l'héritage révolutionnaire. Louis-Philippe est débordé sur sa gauche par tous ceux qui réhabilitent l'héritage de 1793, la déclaration robespierriste des droits de l'homme et massivement diffusée sous la monarchie de Juillet, et plus encore la mémoire napoléonienne et la mémoire des journées de Juillet donnent lieu à des combats entre républicains, bonapartistes et partisans du régime, me semble-t-il. Nous retrouvons là la complexité des journées de Juillet, dans lesquelles tout est là, tout est présent, et quelles sont les forces qui vont finalement se dominer au cours de la période. C'est une période de contestation. Vous avez tout à fait raison de dire que les souvenirs des violences de la Révolution sont extrêmement présents, mais sous deux formes. Il y a les souvenirs, une sorte de légende, mais il y a la hantise du retour des violences, et c'est le sentiment dominant. C'est le sentiment de la bourgeoisie au pouvoir. Il faut noter que la monarchie de Juillet a été, ce n'est peut-être pas tout à fait un hasard, gouvernée, fondée par un certain nombre de gens qui étaient des fils de guillotinés de la terreur. Louis-Philippe, son père a été guillotiné. Guizot, son père a été guillotiné. Victor de Broglie, Molé, etc. Donc, ils n'en parlaient jamais. Mais c'était une hantise et ils ont tout fait pour éviter le retour de la violence révolutionnaire. Et dans l'esprit de cette époque, l'idée de la notion de république était associée aux violences. Et cela explique sans doute la difficulté d'une émergence politique possible de la République, car la mobilisation contre les violences prenait immédiatement le dessus, et les républicains étaient non pas entendus, mais ils étaient pourchassés. Et il ne fallait pas qu'il y ait un mouvement révolutionnaire qui se développe, et donc un mouvement républicain. La tentation bonapartiste est d'un autre ordre, parce qu'elle n'est pas évidemment liée aux violences, et elle est liée simplement aux souvenirs, à l'esprit cocardier. Nous allons en dire un mot tout à l'heure, elle est très présente. Ces forces sont à l'œuvre. Qui pouvait savoir quelle est celle qui l'emporterait sur l'autre? Qui pouvait imaginer que 2 ans après la chute de la monarchie de Juillet, c'est-à-dire 2 ans après son exercice encore, ce serait un régime bonapartiste qui s'établirait en France? C'est une extrême surprise. Qui pouvait imaginer aussi qu'une république s'établisse de manière à peu près raisonnable au début de la Seconde République? C'est la période des illusions lyriques, n'est-ce pas? Les réformes, la République s'installant à peu près raisonnablement, et que quelques mois après, ça soit le retour des violences. Double violence de la révolution de juin 1848 et de la violence de la répression de ces journées de juin. Notons que
les républicains ont réprimé dans le sang la révolte de juin 1848. Louis-Philippe, la monarchie de Juillet, ne l'aurait pas fait. Dans la synthèse opérée par Louis-Philippe, l'idée d'employer la force pour réprimer un mouvement politique, une agitation révolutionnaire sociale, oui, ils l'ont fait à Lyon et à Paris. Un mouvement politique, non. Alors, dans le mouvement, vous parlez du bonapartisme, juste esquissé avant la fin de cette émission, et on va écouter un fragment de l'éducation sentimentale, puisque 48 est 48, qu'on le veuille ou non. Vous parlez de fatalité révolutionnaire, mais vous parlez aussi de conjonction des crises. Il y en a, crise économique, crise sociale, crise du régime, monarchie fracassée avec la mort du duc d'Orléans, qui était celui qu'on peut considérer comme étant plus moderne encore que Louis-Philippe. Donc autant d'éléments qui sont une conjugaison qui n'est pas, comme vous le dites, une fatalité, mais qui finalement, fax à fax, comme disait Lénine, je crois, peu importe. Donc là, on arrive à ce moment où effectivement le régime est épuisé et où, au fond, la liberté de la presse joue contre lui. L'opinion publique existe. Elle est d'ailleurs relayée par les intellectuels, par les grands écrivains. Je dirais qu'une certaine façon, c'est un peu la version moderne des cahiers de doléances. Seulement, ça se fait par banquet. Le banquet est une manifestation exaltante, par définition. Ce sont les banquets républicains. Et on aboutit à cette fuite, à cette déchéance du régime et à la révolution de 1848. Mais dans le bonapartisme, Gabriel Debray, il y a aussi le fait qu'en ramenant les cendres de Napoléon en 1841, d'une certaine façon, dans la réconciliation des Français, Louis-Philippe réveille ce qui est l'esprit bonapartiste, c'est-à-dire ce principe d'autorité, cette gloire nationale qui est aussi une défense des principes révolutionnaires. Donc cette trilogie étonnante, je crois que la phrase est de Guizot, me semble-t-il, qui fait qu'il y a réviviscence d'un mouvement qui va s'avérer comme étant une synthèse, puis un régime autoritaire. Il a joué avec le feu. Il a joué avec le feu. Dans cette opération magnifiquement réussie, opération politique de réconciliation splendide, n'est-ce pas ? Et son fils Joinville qui ramène les dépouilles, cette cérémonie majestueuse, les invalides, tout ça est splendide, magnifique. Il faut dire que Louis-Napoléon Bonaparte ne joue pas de rôle dans cette affaire, et au contraire, il n'émerge pas du tout comme un personnage politique possible. Donc il pensait que c'était sans risque. Voilà. Alors, on va écouter un fragment de l'éducation sentimentale. Flaubert écrit le livre en 1869. Il est publié chez Michel et Calman-Lévy. Je rappelle le livre de Jean-Yves Mollier, puis en 1994, sur cette grande maison d'édition qui va éditer de grands auteurs du XIXe siècle, qui est un des morceaux de bravoure du sac des Tuileries. Tout à coup, la Marseillaise retentit. Hussonnet et Frédéric se penchèrent sur la rampe. C'était le peuple. Il se précipita dans l'escalier, en secouant à flots vertigineux des têtes nues, des casques, des bonnets rouges, des baïonnettes et des épaules si impétueusement que des gens disparaissaient dans cette masse grouillante qui montait toujours comme un fleuve refoulé par une marée d'équinoxe avec un long mugissement sous une impulsion irrésistible. En haut, elle se répandit et le chant tomba. On n'entendait plus que les piétinements de tous les souliers, avec le clapotement des voix. La foule inoffensive se contentait de regarder, mais, de temps à autre, un coude, trop à l'étroit, enfonçait une vitre, ou bien un vase, une statuette, déroulait d'une console par terre. Les boiseries pressées craquaient, tous les visages étaient rouges, la sueur en coulait à larges gouttes. Hussonnet fit cette remarque. « Les héros ne sentent pas bon. Ah, vous êtes agaçants, reprit Frédéric. » Et poussés malgré eux, ils entrèrent dans un appartement où s'étendait au plafond un dais de velours rouge. Sur le trône, en dessous, était assis un prolétaire, à barbe noire, la chemise entr'ouverte, l'air hilar et stupide comme un magot. D'autres gravissaient l'estrade pour s'asseoir à sa place. « Quel mythe !» dit Hussonnet. « Voilà le peuple souverain !» Le fauteuil fut enlevé à bout de bras et traversa toute la salle en se balançant. Ça prelote comme il chaloupe. Le vaisseau de l'État est ballotté sur une mer orageuse. Cancane-t-il, cancane-t-il. On l'avait approché d'une fenêtre et au milieu des sifflets, on le lança. « Pauvre vieux !» dit Hussonnet en le voyant tomber dans le jardin où il fut repris vivement pour être promené ensuite jusqu'à la Bastille.
et brûlé. Alors, une joie frénétique éclata, comme si à la place du trône, un avenir de bonheur illimité avait paru, et le peuple, moins par vengeance que pour affirmer sa possession, brisa, lacéra les glaces et les rideaux, les lustres, les flambeaux, les tables, les chaises, les tabourets, tous les meubles, jusqu'à des albums de dessins, jusqu'à des corbeilles de tapisserie. Puisqu'on était victorieux, ne fallait-il pas s'amuser? La canaille s'affubla ironiquement de dentelles et de cachemire, des crépines d'or s'enroulèrent aux manches, des blouses, des chapeaux à plumes d'autruche ornaient la tête des forgerons, des rubans de la Légion d'honneur firent des ceintures aux prostituées. Chacun satisfaisait son caprice. Les uns dansaient, d'autres buvaient. Dans la chambre de la reine, une femme lustrait ses bandeaux avec de la pommade. Derrière un paravent, 2 amateurs jouaient aux cartes. Hussonnet montra à Frédéric un individu qui fumait son brûle-gueule accoudé sur un balcon. Et le délire redoublait son tintamarre continu, des porcelaines brisées et des morceaux de cristal qui sonnaient en rebondissant comme des lames d'harmonica. C'était les lundis de l'histoire, présenté aujourd'hui par Philippe Levillain, autour du livre de Gabriel de Broglie, La monarchie de Juillet, 1830-1848, aux éditions Fayard, avec Philippe Boutry et Emmanuel Furex. La lecture était faite par Jean-Pierre Leroux, la prise de son de Cédric Chatelus, réalisation Franck Lilin. Bon après-midi à toutes et à tous.